Bonjour, bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Et maintenant, nous recevons donc pour une rencontre sur le thème « Comment aborder avec les enfants des thèmes forts, essentiels, parfois sensibles, sans se positionner en adulte donneur de leçons ». Nous recevons donc Sarah Hamon de la maison d'édition La Cabane Bleue, Marie Rébulard des éditions Six Citrons Acides, ainsi que Mélanie Lehmann et Cécile Emeraud de chez Voce Verso. Et encore une dernière petite chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&R pour les poser. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci d'être présents et présentes ce midi avec nous pour parler littérature jeunesse. Donc, je suis Mélanie Lehmann, je suis éditrice indépendante, mais je travaille effectivement en partie avec Voce Verso. Et aujourd'hui, je serai la modératrice de ce webinaire qui portera, comme il a été dit, sur la narration. Tout d'abord, je vais laisser les éditrices présentes avec nous se présenter. Donc, si vous voulez, si tu veux commencer, Sarah, je te laisse la parole. Merci Mélanie et bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Sarah Hamon, je suis l'éditrice et la cofondatrice de la maison d'édition La Cabane Bleue. La Cabane Bleue, c'est une maison d'édition de livres documentaires et d'albums d'histoire pour sensibiliser les enfants à la protection de la planète. On a aussi pour ambition de questionner la chaîne du livre et dans son rapport à l'écologie et d'essayer de repenser un peu les pratiques éditoriales pour recréer une chaîne du livre plus écologique et plus éthique. Donc voilà, au cours de ce webinaire, on va surtout parler de nos albums d'histoire, puisqu'on parle de narration, mais il faut savoir que donc une grosse partie de notre catalogue est aussi consacrée aux documentaires autour de ces thématiques. Sarah, si tu veux nous parler, Marie, pardon, de Six Citrons Acides. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc en effet, je suis Marie Rébulard, gérante et éditrice de Six Citrons Acides, une maison d'édition qui est née en 2021, donc on rentre dans notre deuxième année, deuxième Montreuil pour nous, avec la Cabane Bleue sur le même stand. On se fait un stand Bigou cette année au SLPJ, on en est fortaise. Nantaise également, avec Voce Verso aussi. Six Citrons Acides, pour celles et ceux qui découvriraient, c'est une maison joueuse et joyeuse. Joueuse avec la langue, joyeuse avec la langue, on met plein de langues dedans. Et de ce fait, ce qui nous plaît bien, c'est que comme la langue, au fait, on la parle toutes et tous, ça parle à toutes et tous. Donc, c'est cette entrée-là qui nous plaît bien, cette accessibilité qu'on essaye de défendre sous tous les angles. Maison festive aussi, on fait des booms 4 fois par an pour fêter nos livres. Et on a un engagement aussi social. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup que le livre est un super outil de lien social. Donc, on ne s'en prive pas. C'est aussi comme ça qu'on conçoit nos livres. Et on essaye de faire aussi mieux écologiquement, mais au fait, on s'inspire beaucoup de la cabane, pour tout dire. Elle trace le chemin et on essaye de le suivre. Donc, voilà. Mais on n'est pas toujours aussi bonne qu'elle. Voilà. Merci beaucoup. Et Cécile, si tu peux nous présenter les éditions Voce Verso, s'il te plaît. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Cécile. Je suis éditrice à Voce Verso, qui est une maison qui a été fondée en 2015 par Sophie.
Tran Phan, qui est ici, mais qui a un petit peu des problèmes de tout. Donc, elle restera au chat. Sophie a fondé Voce Verso en 2015. Voce, ça veut dire la voix en italien. Et verso, eh bien, c'est le contraire du recto. C'est une façon de dire qu'on veut s'adresser à ceux qui n'ont pas forcément pignon sur rue, à ceux qu'on entend moins. Et l'idée, c'est de donner justement la parole à ceux à qui d'habitude on lit les livres. Et donc, la maison, elle a commencé avec des albums sans texte. Et grâce aux albums sans texte, eh bien, l'adulte et l'enfant sont à égalité face aux images et aux histoires et ils peuvent raconter ensemble. Donc, il y a aussi dans la maison d'édition l'idée qu'on est très intéressé par l'intergénérationnalité, par le fait qu'on partage petits et grands des choses en commun à travers des histoires. En 2018, moi, j'ai rejoint donc Sophie et c'est cette année-là qu'on a créé une autre collection qui s'appelle Jinko, qui est une collection de petits romans pour les enfants qui commencent à être autonomes dans leur lecture. Et c'est une collection qui reste très illustrée, puisqu'à travers tous nos livres, on interroge beaucoup le rapport entre le texte et l'image. Et donc, c'est un petit peu d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui. Merci à toutes les trois pour ces présentations de vos maisons. J'aimerais d'abord que nous abordions la question de la place de la narration dans les ouvrages que vous éditez. L'image est souvent primordiale dans l'édition jeunesse, mais quelle place accordez-vous aux mots et quelle place accordez-vous à la narration? Donc, tout d'abord, Marie, si tu peux nous parler de 6 citrons acides. Tu peux remettre ton micro, s'il te plaît. Si tu peux remettre ton micro, Marie, parce qu'on ne t'entend pas. Voilà. C'est bon. Donc, bien volontiers pour parler de la narration. Ce que je peux dire, c'est que donc, nous, on est une maison d'édition jeunesse où je conçois vraiment les livres comme... Enfin, c'est vraiment aussi une maison de création. Donc, au fait, c'est vraiment des textes d'auteurs. Donc, pour moi, la narration, elle est aussi unique à travers les auteurs. C'est vraiment quelque chose de très spécifique à chacun d'eux. Donc, on va la travailler un peu spécifiquement à chaque fois. Enfin, en tout cas, va se révéler quelque chose à travers chacun d'eux. C'est vrai que la place de l'image est primordiale et en même temps, au fait, sans l'histoire, enfin, l'histoire est quand même, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui est évidemment ce qui tient l'ensemble. Donc évidemment que la narration est quand même prépondérante à l'ensemble. Et moi, je rejoins beaucoup la narration, en tout cas dans ma manière de le travailler. J'associe beaucoup la narration au rythme. Et de comment est-ce que l'on va préparer l'ensemble. Donc, il y a tout ça qui est lié, mais alors pour essayer de répondre plus spécifiquement, donc en plus avec les mots, bon, bah, évidemment, nous qui nous intéressons à la langue, c'est une entrée très importante. Notre entrée aussi, c'est l'oralité. Je montre ces 2 livres-là qui sont 6 citrons acides, Siffle sur le sentier, et son petit copain, 6 citrons acides sont assis au cirque Rififi, qui est sorti en août, où là, on fait vraiment le jeu de la langue orale. Et donc, autant on a un dessin qui va beaucoup plaire aux enfants parce qu'il est très accessible, justement, parce qu'il s'identifie tout de suite dans ces petits citrons-là, qui ont des pieds, des jambes et tout ça. Et la narration et la langue vont venir comme, au fait, bon, d'une part, c'est le lien avec le parent qui va raconter l'histoire. Et c'est l'autre accroche. C'est-à-dire qu'ils regardent, ils écoutent, et il et elle, les enfants. Et du coup, c'est ce qui va aussi rattraper et donc créer le rythme pour mettre en appétit, poursuivre, avoir envie de poursuivre et conclure. Voilà. Et nous, donc, on s'attache beaucoup à toute cette entrée. Et dans la manière de faire, il y a le titre, il y a la page de garde, enfin il y a les gardes, il y a la page de garde, puis il y a la suite, et c'est comment est-ce qu'on crée toute cette continuité, au fait, et qu'on essaye de faire en sorte qu'on le relise. Et j'aime beaucoup travailler les livres pour qu'au fait, il y a plein de petites astuces où, au fait, on va avoir des choses en boucle, telles dans Zach a perdu sa langue, ou Zach qui est là, où, en fait, dès la première page,
on s'autorise des bulles de texte qui sont un peu, c'est la narration qui démarque entre le titre et la page de garde. C'est un peu sur une espèce de générique, au fait, de film. Surtout que ce film est assez, ce livre-là est assez, est quelque chose d'un petit peu d'un travelling, en fait. Et à la fin, on vient reboucler sur les gardes. Donc Zach, c'est un petit garçon qui a perdu sa langue et on va le chercher dans toute la ville. Et on va trouver plein d'expressions assez rigolotes, comme les langues de bois, par exemple, ou les langues bien pendues. Et à la fin, on a Zach qui nous donne sa propre définition de la langue, qui est l'occasion de redécouvrir le livre avec un petit Zach qui, au fait, est assez imaginatif. Et donc, ça te va comme réponse? Oui, ça me va parfaitement. Merci beaucoup, Marie. J'aimerais bien avoir la vision de Cécile pour Voce Verso, maintenant, s'il te plaît. Mais bien sûr, nous, évidemment, la narration, si on essaie de définir la narration, hein, c'est la façon dont on raconte une histoire. Et elle ne repose pas uniquement sur le texte. Et si les albums sans texte sont si importants aux éditions Voce Verso, puisque c'est vraiment l'ADN de la maison, c'est pas ça qu'on est né. C'est pas seulement parce qu'on pense que l'image est primordiale. Évidemment, elle l'est, mais elle est aussi narrative elle-même. Elle raconte des histoires par elle-même. Et du coup, penser que dans un livre sans texte, en fait, il n'y a pas de texte, c'est un petit peu faux. C'est qu'il y a toujours un prétexte, en tout cas quelque chose qui s'est écrit à un moment donné et qui va prendre une forme différente. Et dans les albums sans texte qu'on édite aux éditions Voce Verso, il y a toujours une histoire, voire plusieurs histoires à l'intérieur de chaque album. Ce n'est pas une série d'images, ce ne sont pas des imagiers, ce sont de vraies histoires qui se racontent. Et après, chacun va pouvoir y mettre ses mots. Chaque enfant, chaque lecteur, et même à chaque lecture, on peut découvrir l'histoire de façon différente. Donc, par exemple, les premiers albums qui sont parus, c'était ceux de Mathilde Magnan, qui sont des albums qui s'intéressent beaucoup à la nature et les adultes adorent se les acheter parce qu'ils sont très beaux graphiquement. Mais en fait, ils racontent tous une histoire et ce sont des histoires qui sont centrées sur le cycle de la vie et ce sont des histoires qui sont, disons, multiples. Donc, on a un livre qui se déroule donc dans Et après, par exemple, on s'intéresse au cycle de la vie en explorant le sous-sol. Elle a fait 3 livres, hein. Il y en a un autre qui s'appelle 20 milieux sous la mare, où là, on va explorer sous l'eau. Et puis, le dernier qui s'appelle À la volette, on explore l'air autour d'un tronc d'arbre. Et à chaque fois, en fait, il y a le temps qui passe, donc on voit les saisons qui défilent et de multiples petites narrations sont visibles tout au long de l'ouvrage, donc des petits animaux, des micro-fictions en fait, et ça demande en fait à chaque enfant, à chaque lecteur d'être extrêmement attentif et comme tu le disais un petit peu d'ailleurs Marie, on a besoin parfois de retourner en arrière, etc. Donc la narration, elle n'est pas forcément linéaire, mais elle se passe dans tous les sens et elle demande d'être en fait extrêmement attentif et donc l'image est porteuse de cette narration. Donc ça, c'est un exemple de narration, mais dans les autres albums sans texte, on a des narrations aussi qui sont plus chronologiques, on va dire. Et enfin, évidemment, nous, le texte est premier dans notre collection Jinko. C'est avant tout les manuscrits, les histoires que nous recevons qui sont au début d'un projet de roman. Et ce qui fait qu'on retient une histoire plutôt qu'une autre, eh bien, c'est la façon dont, comme tu le disais, Marie, un auteur s'empare d'une histoire en imprimant son univers, son écriture et en faisant de cette histoire quelque chose de singulier grâce à ses mots à lui. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Sarah, est-ce que c'est une vision que vous partagez, toute l'équipe chez La Cabane Bleue? Bah oui, complètement. Nous, évidemment, à La Cabane Bleue, comme dans beaucoup d'autres maisons, je pense que le texte vient souvent avant l'image, hein. Même dans le cas de duo auteur-illustrateur qui nous apporte un projet comme celui-ci, La bonne idée de Monsieur Johnson, qu'il porte à deux,
On travaille quand même d'abord en priorité sur la narration, sur le texte. On a vraiment un gros travail de ciselage avec l'auteur, à la fois sur la poésie des mots, sur l'enchaînement, sur le découpage, qu'on travaille d'abord avec l'auteur, mais ensuite avec l'illustrateur. Et ensuite, seulement dans un second temps, il y a le travail de l'illustrateur qui vient mettre en image le texte de l'auteur. On a aussi un gros travail sur le rythme, puisqu'on a choisi de travailler sur des textes qui se rapprochent de la fable, du conte. Donc, on a beaucoup de pages qui se répondent, des contes un peu en randonnée, avec des scènes qui se répètent. Et du coup, c'est vrai qu'il y a d'abord ce gros travail sur le texte, mais ensuite, il y a ce travail de l'illustration qui n'est pas que de l'illustration, justement, hein, comme le disait Cécile. L'illustration n'est pas là, ce n'est pas juste pour faire joli, entre guillemets, quoi. On est vraiment sur de l'illustration qui, à la fois, vient sublimer le texte, on va dire, dans certains cas. Par exemple, ici, donc, on est sur une histoire d'un personnage qui va transformer une décharge en parc naturel. Et là, clairement, le rôle de l'illustration pour montrer ce passage de la décharge toute grise et triste à une explosion de couleurs dans le parc naturel, l'illustration est primordiale, même si tout est dit dans le texte. Là, on a vraiment ce soutien de l'illustration qui vient là. Et après, on travaille aussi sur ce que dit le texte et ce qu'il ne dit pas, et donc ce qui passe par l'illustration uniquement. Par exemple, dans « Il y avait une maison », la majeure partie de l'histoire, dans tout le début de l'histoire, le texte va raconter tout ce qui se passe, vraiment exactement. Et à la fin, en revanche, le texte va laisser davantage la place à l'illustration, en fait. Plus ça va, et puis vous voyez, au début, on a beaucoup de texte, et plus ça va aller, et moins il y aura de texte, et plus, du coup, l'illustration prend la place. Et notamment à la fin où on explique, donc c'est l'histoire de plusieurs animaux qui vivent ensemble et qui vont petit à petit quitter la maison où ils vivent jusqu'à ce qu'un des habitants, qui est l'être humain, se rende compte que c'est lui qui est en train de faire fuir les animaux et qu'à la fin il change ses pratiques de façon à ce que l'abeille qui avait été la première à partir revienne. Et en fait, à aucun moment dans le texte on dit que l'abeille revient. On ne le voit que dans l'image. Vraiment dans cette idée de laisser l'image reprendre le dessus, prendre le relais sur la narration à certains moments qui nous semblent importants. Voilà. Et puis on a d'autres textes où l'image vient dire un peu en creux, enfin vient dire et vient appuyer ce que raconte le texte en creux. Par exemple, ici dans cette histoire où dans l'arbre-lit, c'est un arbre qui raconte des histoires à une petite fille. Et dans les histoires qu'il raconte, on voit que c'est très traditionnel en fait. Dans l'illustration, on le voit qu'il y a plein de princesses, de chevaliers, etc. Et ça se voit surtout dans l'illustration et très peu dans le texte. Et à la fin, quand c'est la petite fille qui prend le relais et qui se met à son tour à raconter des histoires, et bien là, on voit que elle, dans ses histoires à elle, c'est beaucoup plus contemporain. On y parle de bateaux, de voyages, etc. Et ça passe essentiellement par l'illustration. Merci Sarah. Ta réponse m'amène à ma deuxième question qui est comment la narration permet-elle de mettre les enfants en réflexion? Donc si tu veux reprendre la parole, Sarah, et nous parler de la cabane bleue encore, s'il te plaît. Oui, alors nous, forcément, la réflexion, c'est assez primordial dans ce qu'on propose en termes de fiction, puisque l'idée de la cabane bleue, c'est de sensibiliser à la protection de la planète, donc par les documentaires dont j'ai parlé. On a notamment aussi beaucoup de documentaires où on a une part de fiction, on a du docu-fiction dans cette collection qui s'appelle Mon humain et moi, qui est l'histoire d'un personnage célèbre raconté par son animal de compagnie. Donc là, c'est vraiment la fiction qui va permettre d'apporter le contenu documentaire. De même que dans Mon herbier des gens de Rémi Courgeon, on a plein de petits portraits de fiction, enfin plein de petits portraits de personnages qui amènent du coup du contenu documentaire. Mais là, on est plus sur du documentaire et de l'apport d'informations, alors que dans nos histoires, on a vraiment cette envie d'amener les enfants à réfléchir, mais sans les amener de façon moralisatrice. Vraiment, nous, l'idée, c'est pas que l'enfant lise l'histoire et qu'à la fin, on lui dise « Tu as vu, la morale de cette histoire, c'est ça ». L'idée, au contraire, c'est qu'on lui raconte une histoire avec un personnage auquel l'enfant peut s'identifier. C'est une petite fille, c'est un être humain lambda dans « Il y avait une maison ».
c'est un jardinier qui pourrait être Monsieur Tout-le-Monde dans La Bonne Idée de Monsieur Johnson. Et ce personnage, c'est par ce personnage et par cette histoire qu'on va amener la réflexion, puisque c'est en fait le changement que ce personnage va apporter à son environnement et la réflexion que lui va se faire sur ce qui est en train de se passer autour de lui et ce qu'il peut faire lui à son échelle. C'est par là qu'on essaye d'amener les enfants en fait à se questionner. On leur dit pas c'est ça qu'il faut faire, il faut faire tous comme Monsieur Johnson, parce qu'en fait il faut pas tous faire comme Monsieur Johnson. Tout le monde ne peut pas transformer des décharges en parc naturel, mais en revanche l'idée c'est que ces questions qui sont abordées de façon latente dans l'histoire puissent infuser chez les enfants et qu'ils puissent se les approprier de façon plus ou moins directe, vraiment en laissant l'histoire se dérouler et puis leur permettre d'y revenir aussi et puis de se poser des questions avec leurs parents. Et voilà, en fait, on a refusé pas mal de projets, de manuscrits qui étaient très beaux, mais qui avaient trop ce côté moralisateur qu'on voulait vraiment pas donner à la maison d'édition. On ne voulait pas être des donneurs de leçons, on voulait vraiment au contraire montrer la richesse du monde qui nous entoure, mais en même temps avec des histoires qui ont du sens, qui montrent que chacun à notre échelle, on peut faire des choses ou on peut choisir de ne pas le faire. Et que ça, c'est vraiment propre à chacun. Et donc, c'est comme ça qu'on essaye, en tout cas, d'amener les enfants à se poser ces questions-là. La seule petite entorse qu'on a faite, on va dire, à cette chose-là, c'est à la fin de Il y avait une maison, donc qui parle en fait de la disparition de la biodiversité sur Terre, mais remis à l'échelle d'une maison, où on va expliquer, on a une petite page documentaire qui explique à quoi correspondent dans la vraie vie les disparitions qui ont été évoquées dans le livre. Donc, on va parler de pollution plastique, de chasse, de pêche, etc. Mais c'est plus un prolongement de l'histoire et une autre façon d'amener à la réflexion en discutant avec les parents qu'une morale, entre guillemets. D'accord. Ouais. Merci. Marie, comment est-ce que vous voyez les choses chez 6 citrons acides? Comment on voit les choses? Alors, il y a ce que je pourrais dire d'une part, c'est qu'il y a nous, si on parle de l'aspect réflexion, on est assez, j'ai envie de dire modeste sur nos envies à la fin. C'est que si déjà on a pu faire ouvrir une petite porte d'entrée, par exemple sur la langue ou sur un autre sujet, on en est déjà très satisfaite. Et en fait, on fait une très grande confiance au public pour qu'il arrive à se nourrir lui-même. Donc nous, notre ambition très modeste, c'est de faire ouvrir des petites portes de réflexion. Ensuite, je ne vais pas pouvoir dire de manière... Alors, je crois, je ne sais pas si c'est juste chez moi, mais il me semble Non, en que... effet. J'ai perdu Marie aussi. Oui. Ouais, Marie, je vais peut-être prendre le relais le temps qu'on retrouve Comment Marie. ça va? Ah, Marie est revenue. Marie, tu es revenue, on ne t'entendait pas. Ah, d'accord. Comment les enfants vont pouvoir voilà, se mettre en réflexion. Moi, j'identifie plusieurs choses. D'une part, on en parlait tout à l'heure, c'est la double narration entre le texte et l'image et surtout ce qu'il y a d'induit entre elles. Et donc, il va y avoir ce va-et-vient. Déjà, ça, c'est un objet de réflexion. Ensuite, il va y avoir une accroche. Enfin, si je prends le cas de mon fils, il va rentrer par un endroit, par un mot, par une image. Voilà, et ça va l'accrocher. Et après, je le redisais, c'est cette question de la répétition quand même. Plus on répète le même livre, et plus il va y avoir deux choses qui vont se mettre un peu en branle. On ne sait pas par où, on ne sait pas comment. Et c'est toujours ça qui est magique, d'ailleurs. Ouais, ça, c'est le cadre générique. Maintenant, dans nos livres, comment ça se passe? Il y a plein de cas de figure. Si je prends le cas de Nancy Nance, qui est notre dernier petit ovni chéri de fin d'année, qui met en relation, qui est l'histoire d'une amitié pour la vie entre Suzanne et Nancy. Nance et moi. C'est un petit ovni parce que un peu roman graphique. Voilà, ça ressemble à ça. Dans le fond, on raconte beaucoup de choses. Suzanne, elle bégaye, au fait, et puis on lui coupe toujours la parole. Et puis Nancy Nance, c'est une américaine chic et chouette qui a un petit accent sur le bout de la langue. Et elle aussi, on lui coupe la parole. Toute l'histoire, c'est qu'au fait, elles vont devenir amies parce qu'elles vont prendre le temps l'une et l'autre de s'écouter. Et ça va vraiment changer leur vie, en fait. Donc, c'est important.
Qu'est-ce qu'il y a en réflexion dedans? Au fait, c'est très induit. Je dirais que moi-même, c'est un livre qui me travaille encore énormément, notamment cette Suzanne qui vit à dos d'escargot. Je me suis mis au diapason d'elle depuis quelques temps. Donc, il y a tout ce qui est induit et tout ce qui est dans l'interligne des textes. Ça, on ne peut pas le maîtriser, au fait. Et c'est quand même aussi ça, la magie des histoires, quoi. Si je prends un autre exemple, Bilbalbul, qu'on a sorti l'année dernière, qui a 1000 entrées aussi possibles sur quoi en faire et comment le lire. Bilbalbul, c'est un imagier où en fait on va voir Bilbalbul, boule, poule, pull, pelle, belle, bête. Bon, c'est une manière de le narrer où nous on a fait très très attention, où en fait avec un mot, comment on accroche aussi juste par ce mot-là, voilà, et comment il chante en fait, comment cette suite de mots va chanter. C'est une manière de le présenter. Mais on peut aussi le narrer en disant « Ah bah tiens, la botte, elle a mis ses potes et puis elle rote. » Voilà. Et on va raconter des histoires à l'intérieur. Donc, ça va être une autre manière de narrer la chose. Ça va être une autre manière de rentrer en réflexion et sur les mots et sur comment est-ce que les mots nous permettent de raconter des histoires. Si je prends un dernier exemple, tu me dis, Mélanie, si j'ai encore le temps. Très rapide. Le vélo à ma sœur et mes 4 amis. Important quand je dis au fait la manière dont on fait la narration par rapport aux auteurs. Ici, on a Fabien Vellman qui a écrit les 2 histoires, hyper drôle, vraiment. Et Fabien Vellman, c'est un scénariste. Donc, sa construction, pour arriver à la réflexion, il a un manuscrit qui est extrêmement bien construit et qui sait exactement à quel endroit, en fait, on va placer un peu d'informations, on va placer du rythme, on va placer de l'humour, on va ressortir, etc. Donc, tout ça pour dire qu'au fait, c'est à chaque auteur, en fait, de s'en emparer pour aller faire réfléchir l'enfant. Oui, il y a vraiment de multiples façons de faire réfléchir les enfants à travers la narration. Cécile, est-ce que tu peux nous parler de Voce Verso, s'il te plaît? Du coup, moi, ça me donne envie de parler de la collection Jinko, qui s'adresse aux enfants qui sont en train d'apprendre à lire par eux-mêmes. C'est une collection qu'on appelle première lecture. C'est un segment qui est très apprécié des parents des enfants en CP. Et il y a énormément de titres qui correspondent à ce qu'on appelle les premières lectures. Nous, ce qu'on a voulu faire dans cette collection, c'est d'offrir des vraies histoires, des histoires qui ne parlent pas seulement de comment ça va se passer si on a un petit frère ou une petite sœur, de comment ça se passe le premier jour à l'école. Des choses, évidemment, ce sont des thèmes qu'on va retrouver dans nos livres, mais la façon dont ils sont abordés, ce n'est pas simplement pour que ce soit facile à lire, pour que le texte n'ait pas trop de mots complexes, justement. Ce sont des textes d'auteurs, en fait, et on les a jamais commandés. Ce sont des textes qui nous viennent spontanément, ce qui ne suffit pas à faire un bon texte, c'est vrai, mais quand même, il y a une sorte de nécessité de la part des auteurs de les avoir écrits. Et en général, ce qui leur vient, c'est pas le thème, mais c'est qu'ils avaient en fait une histoire à raconter. Et c'est ça qui nous importe le plus, c'est quelle est l'histoire qu'on nous raconte, quelle est l'émotion, quelles sont les émotions que ce texte va susciter, et ces personnages, comment ils entrent en résonance avec nous en tant que lecteurs. Donc, un lecteur, que ce soit l'enfant ou l'adulte d'ailleurs. Et du coup, c'est ça qui nous semble, en fait, pour nous, le meilleur vecteur de faire réfléchir un enfant. C'est pas de dire, ah ben ça, c'est un livre sur un thème précis qui va pouvoir permettre à l'enfant de réfléchir à comment ça se passe quand on a un mort dans son environnement proche. Non, en fait, on nous raconte une histoire. Peut-être que dans cette histoire, l'enfant va, comme tu le dis, Marie, en fait, trouver une résonance avec sa propre histoire à lui. Et peut-être que c'est pas du tout celle qu'on avait imaginée, nous, en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur ou autrice. Et ça, c'est aussi la magie de la lecture. Et ce qui nous importe, en fait, c'est que, comme on s'adresse quand même à des jeunes lecteurs, c'est que à partir du moment où il y a un sujet qui est plus ou moins grave qui était évoqué, eh bien, le livre offre des ressources pour aborder ce thème-là. Et souvent, ce sont les enfants dans les héros enfants de nos romans qui trouvent leurs propres ressources en eux-mêmes. Donc, par exemple, si je
Si je prends Monstruo, qui est un livre, un texte écrit par Stéphanie Desmas-Potier, c'est l'histoire d'une petite fille qui est vraiment embêtée puisque tous les soirs, dans son lit, il y a un monstre qui s'appelle Monstruo qui vient et c'est la panique. Et en fait, elle décide, un jour, elle en a vraiment marre, elle décide d'écrire une lettre à ce monstre et elle se prend en main pour essayer de lutter contre cette peur dont elle sait bien qu'en réalité, elle l'est peut-être, elle a trouvé la clé en elle-même. On a aussi un autre livre qui s'appelle Du vent dans la tête. Donc, c'est un premier texte de Marjolaine Nadal qui a été illustré par Marianne Pasquet et c'est l'histoire d'une petite fille qui aime beaucoup aller en haut d'une montagne parce que là, le vent lui permet de chasser toutes les idées parasites qui peuvent nous ennuyer. Et elle a un besoin comme ça de se retrouver en haut de cette montagne et avec elle-même face au vent. Mais parfois, quand les idées noires en fait persistent, eh bien, elle ne peut pas être tout le temps sur cette montagne, donc elle décide de se créer un sac à vent et elle attrape les vents et elle a son sac à vent avec elle pour, dans n'importe quelle situation, pouvoir s'alléger l'esprit et retrouver la paix avec elle-même. Donc voilà, donc ça, ce sont deux exemples. L'idée, c'est que voilà, on choisit nos textes et nos histoires pour que les enfants, en fait, les vivent pleinement lors de la lecture et que, eh bien, s'ils trouvent une cohérence, une résonance avec leur propre histoire, ils aient aussi quelques ressources pour eux-mêmes s'arranger avec leur propre vie personnelle, leur propre expérience. Merci Cécile. Ma dernière question va concerner votre engagement. Comment se traduit-il dans les histoires de vos livres? Alors, il me semble que c'est un point essentiel chez Voce Verso. Cécile, si tu veux bien reprendre la parole, s'il te plaît. Oui, alors on a parlé des engagements de la Cabane Bleue, par exemple, pour l'environnement, la façon dont, chez Citrons Acides, on fait vivre la langue, etc. Nous, on a aussi beaucoup cette sensibilité pour ces thèmes-là et puis aussi pour le fait que l'enfant est une personne. C'est en fait exactement ça, ce porte-voix qui est le logo de Voce Verso, c'est l'idée de donner la voix à cet enfant tous ces enfants qui n'ont pas souvent l'occasion en fait d'être entendus et donc et d'être respectés dans leurs paroles ou dans leurs idées ou dans leur façon de vivre les choses. Et donc, c'est vraiment ça qui est le ciment, on va dire, de nos choix chez Voce Verso. Et donc, comment faire pour porter ça? C'est de vraiment s'adresser à leur intelligence, de leur faire confiance, en fait, de s'adresser à ces enfants comme des personnes. Donc ça, c'est ce qu'on fait, on essaye de faire à travers tous nos livres. Et donc, c'est d'avoir une honnêteté vraiment vis-à-vis de ce public enfantin. Et ce qu'on souhaite, c'est justement comme l'a dit tout à l'heure Sarah, on reçoit des textes sur des sujets qui nous touchent beaucoup. Mais il nous semble en fait que là, dans ces textes-là, parce que si on ne les a pas retenus, c'est que la parole de l'enfant, de l'adulte est bien trop surplombante, qu'elle ne se place pas à la hauteur d'enfant et qu'elle est vraiment là pour apporter une vision déjà préconçue des choses et ne pas laisser la place justement à l'enfant de se faire son propre chemin avec cette idée-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment pas de se poser en adulte moralisateur, mais plutôt d'accompagner en fait l'enfant dans sa réflexion. Donc ça, c'est tout ce qui nous anime chez Voce Verso. Et donc, on ne se met aucun tabou, aucune limite sur les sujets à traiter. L'idée, c'est justement de simplement les apporter à hauteur d'enfant et d'accompagner l'enfant dans sa réflexion. Donc, par exemple, un des derniers livres qui est paru dans la collection Jinko, qui s'appelle Le vieux et vilain bonhomme dans sa si grande et sinistre bicoque. Si on résume le livre, il s'agit d'un écrivain qui est en panne d'inspiration. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il est traumatisé par la perte de sa petite fille qui est tombée dans un puits parce que quand il écrivait trop, il a manqué d'attention. Donc, vu comme ça, beaucoup d'adultes vont dire, non, je ne ferai jamais lire ce livre à mon enfant. Et en fait, c'est un texte qui joue beaucoup sur plein d'aspects, tant par le texte que par l'illustration.
Donc, en fait, grâce à l'imagination, à l'imaginaire qui est suscité par l'auteur et par l'illustratrice, en fait, on arrive avec beaucoup de douceur et d'humour aussi à envisager cette histoire-là. Et donc, au début, on joue beaucoup sur l'aspect gothique des choses, puisque cet écrivain, il est entouré de ces personnages qu'il a inventés dans ses histoires, par un yéti, un loup-garou, un zombie, et puis un vampire. Et ces personnages, en fait, essayent de remonter le moral de l'écrivain, mais très maladroitement et en fait, sans y parvenir. Et c'est assez drôle. Et puis, quand apparaît le fantôme de la petite fille qui vient tourner autour de l'écrivain, eh bien, en fait, ce sont ces personnages qui vont l'écouter, la prendre par la main et en fait comprendre quelle est la solution à l'écrivain. Qui, en fait, s'il se reconnaît à cette petite fille et aux histoires qu'il lui racontait, il va retrouver en fait la paix et puis la créativité. Donc, à la fin, l'écrivain accepte face à face avec sa petite fille. Et il retrouve et la couleur qui apparaît, qui explose dans la page, le souvenir de cette petite enfant et de tout ce qu'elle lui apportait. Voilà. Et donc, c'est porté par un texte qui est très subtil de Jérémy Semet et qui est en même temps drôle, qui est imaginatif, qui nous emporte vraiment et qui effleure les choses, mais qui ne met pas à part la gravité du sujet, et par la naïveté du dessin de Clémentine Pochon qui vient soutenir tout ça. Merci beaucoup, Cécile. Sarah, quelle définition donnes-tu de l'engagement des livres de la Cabane Bleue? Alors, je vais essayer de faire vite parce que je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais nous, évidemment, l'engagement, c'est primordial à la Cabane Bleue puisqu'on a un engagement écologique fort. Ça se traduit déjà par la fabrication, etc. Ça, j'y reviendrai pas, hein, tout ce qui est vraiment engagement en termes de fabrication, commercialisation. Mais ça se traduit aussi et surtout par le choix des textes, puisqu'en fait, on publie très peu de fiction. On a choisi de se limiter à un album maximum par an, parce que notre objectif, c'est aussi de ne pas contribuer à la surproduction éditoriale et de ne publier vraiment que des textes, des petites perles, des choses qu'on a envie d'accompagner et qui sont pile poil dans notre ligne éditoriale qui est extrêmement pointue et volontairement pointue, trop, diraient certains, je pense, mais voilà, nous, c'est notre choix. Donc, par exemple, les textes, on ne publie que des histoires, donc on n'aura pas d'album poétique, contemplatif, même si on a des très beaux textes qui nous sont arrivés. Nous, on veut vraiment des fables, des contes, des histoires, vraiment, où il y a un aspect narratif fort et qui ne parle que d'écologie. On n'aura pas d'histoire qui juste nous parle de nature ou se passe dans la nature. Derrière, il faut qu'il y ait vraiment un objectif. Alors, ça peut être plus ou moins détourné. Par exemple, dans l'Arbre-lit, c'est l'histoire d'une petite fille dont le papa fabrique un lit à partir du vieux poirier malade du jardin. Et le lit, cet arbre-lit, va se mettre à lui raconter des histoires, donc plein d'histoires, jusqu'à une nuit où il se tait et il explique à Valentine que le rossignol dans le jardin est triste parce qu'on l'a coupé sans le remplacer. Et la petite fille, du coup, est tellement émue qu'elle pleure, et de ses larmes, au matin, va naître une branche qu'elle décide d'aller planter dans le jardin, et à son tour, elle se met à raconter au jeune poirier toutes les histoires que lui racontait l'ancien poirier. Et là, on est vraiment sur un titre qui raconte le cycle de la vie, la transmission. Donc, on est dans cette notion d'écologie, de protection de la planète, de soins à la nature. Et vraiment, notre souhait, c'est aussi de ne pas être dans l'écologie culpabilisante, pessimiste. On essaie aussi de montrer qu'un autre monde est possible, que chacun à son échelle peut faire des petites choses. Et on invite comme ça les enfants aussi à s'émerveiller et en même temps à réfléchir à comment on peut faire changer les choses. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup, Sarah. C'est vrai que c'est un peu juste pour répondre pleinement aux questions. Marie, est-ce que tu peux nous parler des livres publiés chez Six Citrons Acide, s'il te plaît? Oui, bon, pareil, je vais essayer de faire court. Ça va reprendre. Il y a des choses évidemment en commun. Évidemment, se mettre à hauteur d'enfant, c'est primordial. Et c'est pas toujours facile. Quand on a un Fabien Wellman qui nous fait des blagues, mais à mourir de rire, et on se dit, ah oui, mais alors en fait, peut-être qu'il n'y a que les adultes qui vont comprendre, je ne sais pas. Bon, bref. Donc, des fois, il faut que je me force à me remettre. Enfin, non, c'est pas il faut que je me reforce, mais dans certains cas, ça arrive. Donc, la hauteur d'enfant, primordial. Et la relation accompagnant lecteur-enfant, primordial. La lecture à voix haute.
chez nous, primordial. Tous les textes sont lus et relus à voix haute, même au moment du BAT. À chaque fois, je le fais, parce qu'à chaque fois, ça révèle des trucs. Même si c'est des textes qu'on lira à voix basse. Mais la voix haute révèle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ensuite, comme chez La Cabane Bleue, nous, on en fait 4 à 5, peut-être qu'il y en aura plus tard, mais c'est ne pas se répéter dans le catalogue. Comment est-ce que cette langue et notre engagement sur la langue, dont on sait que c'est un bien commun, parce qu'elle a une diversité, parce que c'est un terrain de jeu énorme, comment est-ce qu'on ne va pas se répéter? Oui, on a fait 2 livres, 6 citrons acides, Siffle sur le sentier et Sont assis au cirque Rififi, mais ce n'est pas une répétition. On ne les a pas construits de la même manière, on a utilisé les mêmes personnages, on ne les a pas construits de la même manière, ce sont 2 histoires bien différentes, et d'ailleurs qu'on ne conseille pas forcément, enfin voilà, qu'on peut conseiller différemment. Comme engagement aussi sur ce vœu d'accessibilité sur des livres comme Pêcheurs d'avril, très joli livre, mais avec beaucoup de textes. Alors oui, pas de censure, on ne se censure jamais, mais par contre, on veille à ce que mettre le plein potentiel là où il y a les points forts des livres. Donc, Pêcheurs d'avril, en fait, oui, c'est un texte très beau avec un pêcheur et un enfant autour de l'origine du poisson d'avril, mais beaucoup de textes. Ah, embêtant, beaucoup de textes, machin, album pour les 8 ans. Bon. Eh bien, on ne va pas tout recouper dans le texte, au fait, parce que le texte, il était très bon. Mais par contre, on va essayer de vraiment maximiser comment faire pour aider l'enfant à ne pas se perdre. Alors qu'on est sur un conte avec des histoires imbriquées. Attention au dialogue, comment bien tirer le dialogue, l'enfant dit, le pêcheur reprend, etc. pour ne pas perdre l'enfant. Quand on rentre dans un conte imbriqué, c'est-à-dire une histoire imbriquée, il y a une histoire à l'intérieur de l'histoire, on aide avec la maquette, carré, ouvrez les guillemets. Éditorialement parlant, on n'est pas obligé de le faire. Mais en tout cas, nous, c'est dès qu'on peut aider, vraiment, on le fait. Donc, voilà, pour répondre, je pense avoir dit vite fait ce que j'avais à dire. Merci Marie. Il nous reste un tout petit peu de temps. Je propose que nous passions aux questions. On en a 2 dans le chat. Une première qui s'adresse à toi, Marie. Donc Mélodie nous dit « En jetant un coup d'œil au livre de 6 citrons acides, je n'ai pu m'empêcher de me demander pourquoi il manquait des lettres dans les histoires. Est-ce pour que l'enfant réfléchisse aux mots ?» Alors, oui, je l'ai vu. Je demanderais de préciser parce qu'en fait, il ne manque pas de lettres dans nos histoires, donc je ne sais pas de quel titre il s'agit. Peut-être passer alors à l'autre question en attendant que la personne, si elle a le temps de répondre. La seconde question, c'était « Comment savez-vous que vos livres ont permis la réflexion chez l'enfant? Avez-vous des retours d'expérience ?» Je te laisse, Sarah, prendre la parole. Moi, juste très rapidement, en fait, on est souvent en contact avec des animateurs, des gens qui font des ateliers avec les enfants autour de la nature, de l'écologie, de la permaculture. Et régulièrement, ils utilisent nos albums justement pour amener les enfants sur ces questions-là. Donc, après une lecture d'un de nos albums, ça leur permet de lancer le débat, en tout cas, et puis de poser les questions avec les enfants et de réfléchir collectivement. Voilà, c'est un des retours qu'on a sur cette question-là. Cécile ou Marie, l'une de vous veut ajouter quelque chose? Oui, moi je peux plusieurs choses. C'est vrai que les ateliers sont vraiment révélateurs dans ces cas-là. Je pense à nouveau à Bilbalbul où on a fait un gros projet avec une bibliothèque l'année dernière avec des enfants qui étaient en difficulté de lecture des CP. Bilbalbul, c'est plus pour l'oralité, au fait, pour l'apprentissage du langage, mais en fait, c'est un vrai 0-6 ans. Quand en fait on était bibliothèque, nous artistes, parce qu'on y avait un vidéaste, et animateurs de centres aérés, et quand à la fin en fait les 3 sont satisfaits par le projet, c'est que je pense qu'on a réussi. Et quand du coup on a des enfants qui sont en difficulté de lecture, en difficulté sociale, on va dire, en rapport avec les autres, et qu'on fait une ronde de mots autour de Bilbalbul, et que les parents sont là, et qu'il faut qu'on arrête la lecture en ronde de mots, parce qu'on dit vos parents sont là, et que les enfants nous disent non, on veut continuer, on veut la finir, déjà je pense que c'est gagné. Quand après, lors de l'atelier, au fait, sur ce que disait tout à l'heure Sophie, sur ce que, au fait, c'est ça qui est magique, au fait, c'est qu'une fois qu'on laisse les livres vivre, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc, bon, bref, je ne sais plus sur quelle page de Bilbalbul, il nous invente une histoire que moi, j'avais pas du tout imaginée.
Bon, bah là, c'est pareil, en fait. On se dit que c'est gagné. Voilà, et puis donc quand en fait on a plein de petits ateliers en fait sur notre site. Vous pouvez retrouver, il y a des ressources en ligne gratuites pour des petits ateliers, refais à ta manière, le vélo à ma sœur, fais une petite histoire avec des citrons. Quand les enfants s'en emparent et réussissent à faire par eux-mêmes sans qu'on les guide trop, l'histoire, je pense que nous, notre but la réflexion, elle est donc là, puisqu'au fait, ils font par eux-mêmes, en fait. Voilà, je me souviens d'un truc, c'était joue avec le Z, avec avec les fausses liaisons, invente un mot avec une fausse liaison comme les 4 amis, et on a eu un zamour. Il y en a un qui nous a inventé ce que c'était qu'un zamour et nous a mis la définition derrière. Bon, bah, c'est qu'il a compris. Ou quand je ne sais plus quel enfant me dit à la fin du vélo à ma sœur, parce que donc c'est une course de vélo et à la fin, donc il y en a qui se font éliminer et il y en a un, il se fait éliminer parce qu'en fait, c'était le vélo de sa sœur et non pas le vélo à ma sœur. Et l'enfant qui dit « Ah, mais il a rien compris, c'est pas le vélo à ma sœur, c'est le vélo de ma sœur. » Bon, bah c'est bon, c'est gagné, quoi. On est content. Oui. Je ne sais pas trop si on a le temps. Cécile, si tu veux rajouter très, très rapidement quelque chose. Mais ça, avoir des retours sur ces livres, c'est quand même à la fois le plus compliqué et le plus agréable pour un éditeur, puisque surtout pour les questions de première lecture, quand c'est une lecture intime. Donc, c'est assez rare qu'un lecteur ait l'occasion de revenir directement auprès de l'éditeur pour dire ah ben, ça, ce livre, ça m'a permis de réfléchir à ça, etc. Mais ceci dit, comme Sarah et comme Marie, nous aussi, on mène des ateliers en direct avec des enfants où on a aussi des formations auprès de bibliothécaires, etc., qui nous rapportent en fait des expériences avec des lecteurs qui ne lâchent pas un livre parce que justement, pas forcément pour les raisons qu'on aurait imaginées, ça a représenté quelque chose pour eux. Et c'était c'était ce livre-là qui est arrivé au bon moment pour eux, pour leur expérience. Et là, récemment, j'étais à un salon à Châtenay-Malabry et une petite fille qui était très, très jeune, hein, mais qui avait notre album sans texte Ado de loup. C'était son compagnon et ça raconte l'histoire d'une petite fille, donc c'est du sans-texte, qui a des peurs nocturnes et elle va entamer un voyage à dos d'un loup qui apparaît dans sa chambre. Et en fait, c'était devenu son totem pour traverser les nuits. Donc voilà, donc ça, c'était un exemple qui m'a beaucoup touchée. Merci à toutes les intervenantes, merci au public qui a écouté la rencontre. Alors, on se retrouve, nous, à 13h30 pour une rencontre autour de Last Man, le manga français. Merci, au revoir.